L'affaire Epstein, une fois de plus, elle fait la une. Et cette fois, c'est parce que des millions de documents viennent d'être publiés par la justice américaine. Alors on va se concentrer aujourd'hui sur le volet français de cette histoire. C'est un réseau complexe et il est vraiment crucial de bien faire la part des choses, de distinguer les accusations de crimes très graves des proximités, disons, pour le moins gênantes. Quand on dit des millions de documents, ce n'est pas une image. On parle de plus de 3 millions de pages. C'est colossal. Et maintenant, c'est à la justice française de se plonger là-dedans. Des magistrats du parquet de Paris ont une mission bien précise. Tout épluché, page par page, pour y déceler la moindre infraction qui pourrait concerner des citoyens français. La question qui se pose, évidemment, c'est qui sont ces Français dont on parle, quels étaient leurs liens très concrètement avec Jeffrey Epstein, et surtout, et c'est ça le plus important, où est-ce qu'on trace la ligne ? La ligne entre une simple relation mondaine, même embarrassante, et une véritable complicité criminelle. C'est tout l'enjeu et c'est ce qu'on va décortiquer. Au cœur du réacteur de cette affaire en France, il y a un nom qui revient tout le temps, un nom qui s'impose, Jean-Luc Brunel. Ancien grand patron d'agence de mannequins, il est vraiment désigné de toutes parts, que ce soit par les enquêteurs ou par de nombreuses victimes, comme l'homme clé, le principal rabatteur de jeunes femmes pour Epstein en Europe. Brunel, c'était une vraie figure du monde de la mode. D'abord avec son agence Karine Models, et puis ensuite MC2 Management. Et c'est là que ça devient très intéressant. Le point clé, c'est le financement de cette deuxième agence, $1 million injecté directement par Jeffrey Epstein. Un lien d'affaires en apparence, mais selon les accusations, c'était en réalité la façade d'un vaste système de trafic sexuel. Quand on regarde son parcours, ce qui est absolument frappant, c'est l'impunité. L'impunité quasi totale dont il a l'air d'avoir bénéficié pendant des dizaines d'années. Pensez-y, les toutes premières accusations médiatisées, ça remonte à 1988. Et malgré ça, il a continué ses activités jusqu'à son arrestation en décembre 2020. Il a été arrêté in extremis d'ailleurs à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à s'envoler pour le Sénégal. Son suicide en prison, en 2022, a bien sûr mis un terme à l'action de la justice contre lui, privant de fait ses victimes d'un procès. Et les charges qui pesaient sur lui, elles étaient d'une gravité extrême. On parle de viol, y compris sur des mineurs, de harcèlement sexuel, d'association de malfaiteurs et de traite des êtres humains en bande organisée. Concrètement, il était soupçonné d'avoir sciemment organisé la venue de très jeunes femmes, parfois des adolescentes, pour les livrer à Epstein. Là, on n'est plus dans la proximité, on est dans l'implication criminelle directe. Bon, Brunel était donc la pièce centrale. Mais est-il seul ? C'est là que les fameux documents Epstein entrent en jeu, parce qu'ils révèlent d'autres noms français. Et c'est à ce moment-là qu'il devient absolument essentiel de bien faire la différence entre les différents niveaux d'implication. Cette distinction, elle est vraiment au cœur de tout le volet français de l'affaire. D'un côté, on a Jean-Luc Brunel. Lui, il est visé par des accusations criminelles très précises, très lourdes, documentées par des témoignages. De l'autre côté, on a d'autres personnalités. Leurs noms apparaissent aussi, mais pour des liens d'une autre nature. Des relations amicales, des contacts professionnels, des échanges financiers. Bref, une proximité qui est pour le moins gênante, mais qui, en l'état actuel des choses, n'est pas la même chose qu'une complicité dans les crimes sexuels d'Epstein. Parmi ces noms, il y a celui d'Olivier Colomb. Son nom apparaît près de 2000 fois dans les documents, c'est énorme. Ancien conseiller diplomatique à l'Élysée, son rôle, tel qu'il se dessine, c'est celui d'un facilitateur, d'un intermédiaire. Apparemment, il organisait des rencontres pour Epstein quand il venait à Paris en lui ouvrant son carnet d'adresses. Et il y a cet échange de mails qui a été révélé par l'enquête et qui est assez édifiant. Olivier Colomb demande à Epstein quel type de personne il veut rencontrer. Et la réponse d'Epstein est double. Il dit des intellos, des scientifiques ou de très très mignonnes vingtenaires. Alors attention, ça ne prouve pas que Colomb a participé à des crimes, mais ça montre au minimum qu'il était parfaitement au courant de la nature, disons, très particulière des besoins d'Epstein. Un autre cas, très documenté lui aussi, c'est celui de l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, et de sa fille, Caroline. Là, la relation avec Epstein était à la fois amicale et financière, ce qui forcément soulève pas mal de questions. Alors, Jack Lang justifie sa relation en décrivant Epstein comme un mécène et un homme érudit. Ce qui est plus concret, c'est que sa fille, Caroline, a co-créé une société offshore avec le financier. L'explication qui a été donnée, c'est que c'était pour un projet visant à aider de jeunes artistes. Et puis, il y a ce détail troublant, le testament d'Epstein, qui mentionne un legs de $5 millions pour Caroline Lang. Un legs dont elle affirme n'avoir jamais été informée. Voilà la ligne de défense de Jack Lang. C'est une justification qui a du mal à passer pour beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'au moment où Jack Lang fréquente Epstein, ce dernier a déjà été condamné, en 2008 en Floride, pour avoir eu recours à des prostituées mineures. Ce n'était pas en secret. La question qui se pose, c'est donc celle d'un aveuglement, peut-être un peu trop volontaire. Pour comprendre comment ce système, le système Brunel, a pu tenir aussi longtemps, il faut s'intéresser à deux choses. D'une part, une sorte de culture du secret dans son milieu professionnel.
Et d'autre part, une réaction psychologique très spécifique et bien connue chez les victimes de traumatisme. L'avocate des victimes françaises utilise un mot très fort, omerta, une loi du silence. Dans le monde de la mode des années 80 et 90, il faut imaginer ces jeunes mannequins, souvent très jeunes, étrangères, complètement isolées. Elles étaient sous la coupe de leurs agents. Dénoncer un abus, c'était prendre le risque de voir sa carrière s'arrêter net. Ce silence organisé, cette peur, ça a été le meilleur bouclier de Brunel pendant des décennies. Mais au-delà de la pression du milieu, il y a une autre raison, plus intime, qui explique le silence de certaines victimes. C'est un mécanisme de défense du cerveau face à quelque chose de trop horrible pour être supporté. Ce phénomène porte un nom, c'est l'amnésie traumatique. Quand une personne subit une agression d'une violence insoutenable, le cerveau peut, littéralement, se déconnecter. Il enfouit le souvenir très profond pour permettre à la personne de survivre psychiquement. Le souvenir n'est pas effacé, attention, il est juste rendu inaccessible. Et il peut le rester pendant des années, jusqu'à ce qu'un déclencheur fasse remonter le tout à la surface. Et ce n'est pas du tout un phénomène anecdotique. Les études sont claires là-dessus. On estime qu'entre 40 et 60% des victimes d'abus sexuels dans l'enfance connaissent une forme d'amnésie traumatique. C'est énorme. Et ça explique très bien pourquoi, dans l'affaire Brunel, beaucoup de plaintes sont arrivées des années, voire des décennies après les faits. Alors, face à toute cette complexité, à cette histoire qui s'étale sur des décennies, où en est la justice française aujourd'hui concrètement dans ce dossier ? Faisons le point. Pour Jean-Luc Brunel, son décès a mis fin à la procédure pénale. L'action publique est éteinte. Mais ses victimes, elles, continuent le combat au civil contre ses héritiers pour obtenir réparation. Du côté de Jack et Caroline Lang, une enquête préliminaire a été ouverte, non pas pour des faits sexuels, mais pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée. Et enfin, il y a ce travail de fond du parquet de Paris qui continue d'analyser les millions de documents. La question qui reste en suspens, c'est donc celle-ci. Maintenant que Brunel est mort, lui qui était la pièce maîtresse du puzzle en France, est-ce que la justice pourra vraiment remonter toute la filière ? Est-ce qu'on pourra un jour identifier toutes les ramifications de ce réseau et établir l'ensemble des responsabilités ? Pour les victimes en tout cas, le chemin vers la vérité s'annonce encore très long.